Bonjour à tous, il est 8h10, c'est l'heure du grand invité et ce matin nous recevons un écrivain dont le talent de conteur et la plume pleine de tendresse et d'humour ont séduit des millions de lecteurs en France et à travers le monde. Un écrivain à succès, couronné de nombreux prix, dont le prix Goncourt, c'était en 1994 avec Un aller simple. Son dernier livre nous touche particulièrement. Il s'intitule « La bienveillance est une arme absolue ». Bonjour Didier Van Kovlart. Bonjour. La bienveillance est une arme absolue, c'est un livre très personnel, comme beaucoup de vos livres, mais dans lequel vous regardez par-dessus votre épaule et vous relisez votre vie sous le prisme de la bienveillance. Je ne me trompe pas ? Oui, j'ai découvert combien elle était, dès le départ, un élément fondateur et constructeur. Alors, comme souvent avec vous, on sourit beaucoup, particulièrement dans les premières pages qui sont consacrées à votre enfance. Le petit Nicolas, en fait, c'est vous, le petit Didier, ça pourrait devenir un héros pour enfants ? Oui, enfin, disons que le petit garçon que j'étais, le petit écrivain en herbe, à partir de 7 ans et demi, 8 ans, est toujours aux commandes du bonhomme que je suis devenu. Vous aviez une ambition folle, vous vouliez devenir à 8 ans. Oui, le plus jeune auteur publié au monde, voilà. mais c'était pas pour des raisons d'ego. Ah non. Il fallait que je fasse quelque chose d'extraordinaire pour mon père, parce qu'il a eu un grave accident de voiture l'année de ma naissance. Il avait 15 cm de différence entre les deux jambes, il marchait presque plus. Et un jour, en rentrant de l'école, je l'avais entendu dire à ma mère, le jour où je suis dans un fauteuil roulant, je me tire une balle dans la tête. Et là, je me dis, il faut vraiment que je lui donne envie de vivre quand même en fauteuil roulant, en réalisant mon rêve, en passant vraiment en vie active. J'avais commencé à écrire dès qu'à l'école, on m'a appris l'usage de la langue. Je me suis dit, ça sert à raconter des histoires. Et puis, mon âge sera un argument publicitaire. Et puis, mon père me racontait des histoires tout le temps à l'oral, mais moi, je n'avais pas les moyens de faire aussi bien. En les écrivant à l'écrit, en les écrivant sous forme de livres, je pouvais toucher des gens à l'autre bout de la France, des inconnus, les faire rêver, les faire rire, les faire vibrer. Ça me rapporterait de l'argent. Alors pourquoi faire autre chose ? C'est aussi simple que ça, une vocation d'enfant. Bon, en tout cas, c'est très drôle, ce passage sur votre enfance. Vous avez commencé à le dire, ce livre, ça commence par un hommage à votre père. Oui, parce que sa forme de bienveillance n'était pas du tout une mièvrerie, une posture de gentillesse. C'était un combat de chaque instant. En plus, il était avocat. Il m'a appris très tôt comment ne pas rentrer dans l'escalade de la représailles, dans la logique de guerre lorsqu'on vous fait du mal. D'abord, il faut nettoyer ce mal en vous. Il faut riposter d'une manière qui soit la plus efficace possible, et c'est en déstabilisant l'adversaire, en le désarmant. La bienveillance est une arme destinée à lui faire baisser les bras. C'est-à-dire, il faut surprendre. Et ça, c'est votre père qui vous l'a appris ? Oui, on découvrira d'une manière assez particulière. On ne va pas tout raconter. Voilà, mais sa manière justement d'avoir, face à la trahison qui a frappé sa famille pendant son enfance, et toute la manière dont il a réagi, et comme je vous disais, c'était à la fois nettoyer le mal qu'on vous a fait en vous, pour pas qu'il s'incruste, pour pas que les rancœurs, même légitimes, ne fassent que ce mal perdure, et vous bloque dans ce sentiment de rancune et de victimisation, et puis d'autre part, être efficace pour... parce que, idéalement, quelqu'un vous a fait du mal, vous a trahi, vous bloque. Il faut débloquer cette situation. Et le mieux, c'est d'arriver à ce que l'adversaire lui-même se pose la question. Mais pourquoi ai-je fait ça ? Faire une proposition de rédemption qui lui viendra par une attitude qu'il n'attend pas en riposte. Alors, Didier Van Kovlart, il y a votre père, c'est un personnage haut en couleur. Et puis à côté, il y a votre mère. Et là, vous lui demandez presque pardon, en fait. Je préfère dire merci que pardon d'une manière générale, parce que oui, mon vous père avez a pris réalisé avec toute sa la place. bienveillance très tardivement. J'écrivais le livre pendant sa fin de vie. En fait, c'est arrivé. Et évidemment, les résonances sont très présentes. Et elle était, à côté du soleil éclairant de mon père, elle était, une gardienne de l'ombre en même temps, avec quelques conflits de personnalité, avec
avec des choses auxquelles je n'adhérais pas. Et puis j'ai découvert plein de choses vraiment de sa fin de vie. Et je pense que je l'ai traité sur le plan de la bienveillance, enfin à armes égales avec mon père. Alors Didier Van Keublart, vous êtes aujourd'hui un écrivain célèbre, mais quand on lit votre livre, on découvre que les bonnes fées de la littérature se sont penchées sur votre berceau et vous ont donné un petit coup de pouce. Plus qu'un coup de pouce, et puis c'était pas sur mon berceau, c'était sur mes manuscrits. C'est vrai que des gens aussi différents que Jean-Paul Sartre, Jean Anouilh, Félicien Marceau c'est pas rien quand même. Ont été d'abord ou Frédéric Dard, c'est des gens que je suis allé déranger, à qui j'ai renvoyé mes livres, mes manuscrits. Je grandissais à Nice avec la volonté d'être édité à Paris, tout ça, donc je connaissais personne dans ce monde-là, donc je suis allé vers ceux que j'admirais, quoi. Je suis allé vers... Et puis il y a eu des bienveillances étonnantes. Par exemple, Jean-Paul Sartre, entre nous, ça commence d'une manière un peu étrange. Comme j'envoyais mes manuscrits à partir de 9 ans chez les éditeurs, j'avais pas de réponse. Puis un jour, j'entendais dans les émissions de radio qu'il fallait être connu, il fallait être recommandé, avoir des lettres de recommandation. Donc je me suis fait des lettres de recommandation. J'allais dans une librairie qui vendait des autographes avec un papier calque. Je me mettais sur la vitrine et puis je recopiais. Et comme ça, je me suis fait Vous des êtes lettres. fait recommander par Jean-Paul Sartre. Ouais, et Henri Troyat, et Henri de Monterland, Brigitte Bardot, Françoise Sagan, enfin tout ce que je trouvais comme autographe. Et j'écrivais aux éditeurs. Bon, ça n'a pas marché, mais Jean-Paul Sartre vous l'a quand même bien rendu. Et après, 5 ans plus tard, je monte au club théâtre de mon lycée, huis clos, sa pièce. Et là, dans le cadre du lycée, on a un joli succès. Et puis, on se retrouve au théâtre de Nice, auditionné sur une scène nationale, s'appelait au directeur Jean-Pierre Bisson, qui nous donne la salle, sauf qu'on avait oublié qu'il fallait demander l'autorisation à la SACD. Et la seule solution... c'était que l'auteur passe par-dessus. Donc j'envoie une lettre, ce coup-ci, toujours aux éditions Gallimard, pour M. Sartre, en disant j'espère qu'ils ne vont pas reconnaître mon nom. Et après avoir été le faussaire de Sartre, j'ai reçu un télégramme de Sartre, autorisation jouer huis clos, et ensuite une lettre. Quand à 17 ans, vous recevez une lettre de M. Sartre qui vous écrit « Monsieur, des amis à moi étaient dans la salle pour voir votre huis clos. Ils m'ont dit que la salle riait. Quand j'ai écrit cette pièce, je croyais avoir fait une comédie. On m'a prouvé le contraire. Merci de m'avoir redonné raison 33 ans plus tard. » Donc là, vous voyez, on est dans cette forme de bienveillance active qui va totalement donner à un inconnu, à un débutant, cette vitamine, cette certitude qu'en provoquant les choses, on reçoit. Qu'en voulant donner, ma démarche, elle était altruiste en même temps que liée à mon développement personnel. Et là, le fait de pousser les portes, mais pas n'importe quelle porte, vraiment les portes derrière laquelle il y a des gens que vous admirez, là vous recevez des réponses. Ce livre s'appelle donc « La bienveillance est une arme absolue ». Quelle est votre définition de la bienveillance ? La bienveillance, c'est ce qui est à la fois une armure et une arme qui désarme l'adversaire. Et c'est la seule réponse aux crises que traversent nos sociétés. Alors on y reviendra, mais c'est une forme de morale ? C'est une forme de morale ? C'est une forme de morale, c'est une forme d'hygiène, c'est une forme de confiance. Surtout. À quel moment vous l'avez compris, ça ? De confiance en l'autre. Je l'ai compris quand j'ai subi la maltraitance quand j'étais enfant, aussi bien de la part d'une bande à l'école qui s'acharnait contre moi. Et le jour où mon meilleur copain s'était mis de leur côté, j'ai décidé de me lapider pour me faire accéder plutôt à la gloire, parce que l'instituteur avait eu la mauvaise idée de dire que les écrivains, souvent après leur mort, qui sont connus. Donc là, voilà, espèce de jeu, et puis une pierre me touche à la tête, je tombe, et c'est celle qu'avait tiré mon meilleur copain. Et là, en ne le dénonçant pas, j'ai accédé à un stade supérieur, c'est-à-dire que le choc que ça... Ils ont tous eu tellement peur, ils ont dénoncé le fait que je l'ai couvert, que je l'ai pas dit, que j'ai dit que j'avais reçu un pot de fleurs tombé sur la tête d'un balcon. Est-ce que personne n'a cru ? Ouais, mais mon père, qui à mon âge avait fait le même genre de choses, c'est-à-dire l'absence de délation, de vengeance,
crée quelque chose chez l'adversaire qui déstabilise complètement. Et là, je suis devenu le roi de l'école. Et là, du coup, alors qu'avant, j'étais juste quelqu'un de différent, qui voulait être écrivain, c'est quoi ce machin, pour qui il se prend. Et là, du coup, ils sont tous venus me demander des histoires. Et j'ai découvert que le vrai pouvoir, c'est ça. C'est lorsque l'imaginaire, la bienveillance, interrompre la logique de l'ennui qui mène à la violence et au fait qu'on s'agrège plusieurs contre quelqu'un pour occuper son temps et ses pensées, quoi. Et là, j'ai proposé autre chose. Et du coup, je me suis vengé à ma manière. C'est-à-dire, je leur faisais faire à tous mes devoirs de maths, de géographie, de tout ce qui ne m'intéressait pas, que je n'avais pas le temps de faire. Je me faisais porter mon cartable. Je dis, je ne suis pas un saint, je ne suis pas un saint, mais je ne suis pas un hypocrite. Donc, et là, j'ai découvert ça. Quand mais en échange, vous leur racontiez des histoires. Ah oui. Voilà. Mais j'avais ce pouvoir-là. Et quand c'était pendant la récréation, je leur faisais un feuilleton d'épisodes à chaque récréation. Quand ça sonnait, je m'arrêtais et je disais à suivre, ou bien la suite au prochain numéro. Et là, ils me disaient de me tirer les vers du nez. Là, j'ai vraiment découvert ce pouvoir que donne l'imagination. Didier Van Kovlart, vous écrivez « La bienveillance, c'est la seule réponse thérapeutique à la crise morale que traverse notre société ». Cette crise morale, qu'est-ce qui la caractérise pour vous ? C'est un schématisme toujours grandissant. Tu m'as fait ça, tu me respectes pas, donc je me venge. On est dans une plus l'effet de meute, plus le fait tout ce qu'on voit en ce moment avec les casseurs, ce qu'on voit dans cette espèce de violence ordinaire qui a tendance à se banaliser. Ça c'est terrible. Il est très important de proposer autre chose. Il y a d'autres liens qu'on peut créer avec les gens et surtout arrêter un combat. On sait que la bienveillance a arrêté une guerre. On a un exemple extraordinaire, la guerre entre Israël et le Liban à la fin des années 80, où l'ONU envoie un commando. Vous le racontez ça aussi. Ouais, un commando de rêveurs d'élite. Sur proposition des universitaires américains, on a envoyé des gens habitués à se concentrer très fort sur un objectif, à pratiquer l'image mentale, la prière pour ceux qui étaient croyants, ou la pensée positive, voilà, l'énergie spirituelle, mentale. Et là, ils sont allés sur les champs de bataille, vraiment que ça se canardait de partout, non pas en priant pour que la paix revienne, mais en se réjouissant que la paix soit déjà revenue. Donc ils ont installé une autre information mentale et le résultat a été indéniable, attesté par tous les observateurs de l'ONU. Les gens ont déposé les armes. Quand on leur demandait pourquoi, on n'avait plus la motivation. Ils me tirent dessus, je riposte, que l'un de nous deux va se faire tuer. Et alors à un moment donné, il n'y avait plus de ressort pour cette logique-là. Il n'y a pas de naïveté ? Au contraire, la naïveté, c'est de répondre uniquement aux armes, pas par les armes. Et là, je vous parle vraiment de quelque chose qui a été tellement énorme. La pensée arrête une guerre. Ça a été analysé, modélisé dans la plus grande revue internationale académique, Journal de résolution des conflits. L'université de Princeton en a retiré une statistique sur combien il faut de personnes à un moment donné unissant leur énergie mentale pour installer la paix dans un lieu où ils sont concernés par le conflit. La grande question, et là on n'est pas dans la naïveté, on est dans l'indignation, c'est pourquoi c'est une expérience qui marche comme ça n'a pas été reproduite à grande échelle, n'a pas été lancée dans le grand public. Je suis un des rares en parler, avec Greg Braden, Mathieu Ricard. Comment est-ce qu'on cultive cet esprit de bienveillance, cette empathie ? Le travail mental, la confiance, l'empathie évidemment, se dire que nous sommes tous reliés, interconnectés, que l'autre est une part de nous et que nous pouvons de l'intérieur soigner l'autre et à l'intérieur de l'autre, en projection mentale, modifier ce qu'il y a en lui de tension, d'agressivité, de solitude, de désarroi. Didier Van Kovlart, une dernière question, un dernier conseil peut-être à donner aux auditeurs pour cultiver la bienveillance ? D'abord, écouter son cœur et écouter le cœur des autres aussi. Et essayer d'entrer dans leur logique intérieure de manière à trouver une réponse, une proposition qui soit autre chose que la riposte, que la loi du talion. Les animaux
nous le montre, les végétaux nous le montrent. On sait qu'au niveau même des bactéries, nous descendons tous de la bactérie initiale, nous sommes composés à 90% de bactéries. Et on voit très bien, on a mesuré comment les bactéries vivantes aujourd'hui réagissent à des émotions humaines. Par des électrodes plongées dans du yaourt, par exemple. On voit comment, si vous voulez, tout est lié et il faut utiliser ces champs d'information, ces champs de communication pour faire passer autre chose que l'adversité, que le combat. Merci Didier Van Kevelaert. Ce livre s'appelle « La bienveillance est une arme absolue », c'est à lire, c'est aux éditions de l'Observatoire. Merci d'avoir été notre grand invité aujourd'hui. Stéphanie.